Salut, c'est Étienne de Crécy, dans Culture is the New Black. Alors Étienne, on est aujourd'hui dans ton studio. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu l'as construit, comment tu l'as imaginé? Je crois qu'il y a une histoire d'aliens et de vaisseau spatial. T'es très bien renseigné en fait. Ce sont des amis architectes, Fairfax Architecture, qui ont designé le studio. Alors, il se trouve que ça, cet endroit, c'était les bureaux du label Solide qu'on a monté donc il y a très longtemps, avec Alex Goffer et Pierre-Michel Levallois. À un moment, le label a été en expansion dans les années 2000, où on avait des bureaux partout dans la cour, tout ça. Ensuite, un peu à la fin des années 2000, on va dire entre le MP3 et le moment où la French Touch est passée de mode, et ben, le label s'est un peu écroulé, on a fait faillite, mais Alex et moi, on a gardé des studios à cet endroit-là. Et puis ensuite, Alex Goffer, il est redevenu ingénieur du son de mastering. Donc moi, j'ai gardé les bureaux de notre ancien label. Et en fait, je m'étais fabriqué un home studio, et vraiment sans faire attention du tout au design. J'avais fabriqué un peu une boîte dans la boîte pour insonoriser, pour pas déranger les voisins. Par contre, il n'y avait pas de déco, il n'y avait rien. Et en fait, j'ai bossé pendant 20 ans dans un taudis. C'était vraiment dégueulasse. J'avais juste mis du matériel, plein de câbles. Et il y a un moment où mon épouse, Marie, m'a dit « Mais en fait, tu vas tous les jours travailler, pourquoi tu travailles dans un environnement aussi peu sympathique ?» Et effectivement, elle m'a ouvert les yeux. Je me suis dit « Mais c'est vrai, en fait, je viens là tous les jours, il faudrait que ce soit un bel endroit. Ça devrait être un bel endroit. » Et j'ai été exigeant sur tout mon travail, mais pas du tout sur mon lieu de travail. Et là, j'ai fait appel effectivement à Cyril et Caroline, qui sont des amis architectes. Je leur ai dit, je voudrais un studio. Et effectivement, donc on avait cette pièce-là. Il y avait la console que je venais de racheter justement à Alex Goffer. Et donc, grosso modo, c'était le dessin du studio. Il devait partir de là. Et moi, j'ai eu l'idée, effectivement, de mettre les racks de chaque côté. Comme ça permettait de cacher tous les câbles. Et ensuite, ils m'ont envoyé un premier dessin de studio qui était peut-être un petit peu conventionnel. Je me suis rendu compte que j'avais envie de quelque chose un peu plus spectaculaire. Donc, j'avais envie de crâner avec mon studio. J'avais envie que les gens qui en donnaient disent « Waouh !» Ils m'ont proposé ce truc avec les arches là. Le dessin, il m'a beaucoup plu. Et là, je me suis dit « Mais en fait, cette succession d'arches, il faut qu'on rajoute de la couleur. » Donc, voilà. Comment ça se passe? Quelle machine on a un peu autour de nous? Explique-nous un peu tout ça. Les machines qu'on a, déjà le point central c'est ça, c'est la table de mixage. Elle n'est pas très vieille, mais c'est-à-dire qu'il n'y a plus tellement de monde qui travaille avec ça. En fait, tout ce matériel-là maintenant existe à l'intérieur d'un ordinateur. On n'en a plus vraiment besoin. En fait, comme moi j'ai appris avec ça, j'ai des réflexes là-dessus. Donc je vais très vite avec cet outil-là. Il est vachement beau et très agréable. Et c'est vrai qu'au moins quand je travaille là-dessus, je ne suis pas devant un écran. Donc il y a ce truc-là qui fait bosser peut-être un petit peu différemment. Mais tout ce qu'on fait là-dessus, on peut le faire et en mieux avec un laptop. En vrai, c'est pas très économique comme matériel, mais il y a un truc aussi, ça va plus vite, c'est-à-dire qu'un ordinateur émule souvent ce que le son que fait cette console-là. Là, l'avantage, c'est que ça le fait tout de suite. C'est-à-dire quand je mets un de mes synthés là-dedans, il y a des préamplis, il y a des équaliseurs qui fait que le son est tout de suite bien, tout de suite agréable parce qu'il y a des petites distorsions, il y a des petites harmoniques qui se créent avec ce matériel-là, qu'on est obligé de simuler dans un ordinateur. Donc ça va prendre un peu plus de temps dans un ordinateur d'avoir ce que moi j'ai tout de suite en branchant. Mais donc c'est vraiment la pièce maîtresse. Ensuite, tous les sons ils sont créés par les synthés ou les boîtes à rythme qui sont là autour de nous. Là c'est un peu particulier parce que j'ai le matériel du live justement que je vais faire bientôt qui est installé, mais normalement le son du studio il est plus disponible, hein. Il n'y a rien au milieu. Tous ces synthés, ces boîtes à rythme, en fait, ils reviennent sur la console où je peux les équaliser, mettre des effets et je les enregistre après dans l'ordinateur qui est la deuxième pièce maîtresse et qui me sert un peu comme d'un magnéto, c'est-à-dire j'enregistre l'audio et là je fais des sessions et après c'est dans l'ordinateur que je fais la structure des morceaux. Est-ce que tu as un rituel quand tu composes? Non, pas vraiment. En fait, le truc c'est que j'ai quand même maintenant une méthode dont j'arrive pas à me dégager, c'est que je vais faire avec mes synthés ou avec des sampleurs une loupe, enfin un truc qui va tourner bien. Et là, quand ça tourne bien, je peux passer 3 jours juste à écouter et à rien faire, et en fait à faire des structures en live un peu sur la console et à kiffer la loupe. Et je dis ouah, c'est trop cool. C'est assez facile dans la musique électronique de faire une loupe qui tourne bien. Le truc qui est difficile, c'est de faire une structure, c'est-à-dire de le développer sur 4 ou 5 minutes ou 3 minutes, de développer une loupe pour en faire un morceau. Là, tout d'un coup, c'est là où le travail commence.
Et en fait, là, plus ça va et plus je m'y mets tard à ce truc-là. Donc ça peut m'arriver de kiffer pendant une semaine sur un truc et de reculer toujours le moment où il faut commencer à faire la structure. Et en fait, le problème, c'est qu'au moment où tu fais la structure, ça peut changer complètement le morceau parce que des fois, une loupe qui est super comme ça, et ben en vrai, tu ne peux pas la développer sur 3 minutes. Elle n'est pas assez bien, ça ne marche pas. Donc voilà. Et est-ce que tu te souviens du premier morceau que tu as produit ici? En fait, dans cette pièce-là, mais avant que ce soit designé comme ça, dans cette pièce-là, en fait, j'ai fait le Super Discount 2. C'est pas un travail spectaculaire du tout. C'est un travail plutôt introspectif et seul. Ben moi, il se trouve que je travaille seul, mais J'imagine que tu fais quand même peut-être venir des artistes. Il y a des artistes qui en featuring. Effectivement, ici, l'album que j'ai fait avec Baxter Dury, il est venu ici. Et ça, c'est un moment qui était super parce que donc, moi, je faisais des instrus et lui chantait dessus. Et en fait, donc, on était ensemble au moment où lui trouvait les mélodies et les paroles. Donc, j'ai vu en fait son processus créatif. Vraiment, j'étais témoin à côté de lui. Et ça, c'était un moment qui était hyper bien, hyper intéressant. Il a une façon de faire très étrange avec un temps de concentration assez court. C'est un gars qui a des skills, c'est pas un vocaliste, mais par contre il écrit des mélodies incroyablement belles et puissantes. Et ça vient comme ça, et quand j'étais à côté de lui, les premières fois j'étais là genre, pourquoi il fait ça, il s'applique pas, il fait pas le... Et en vrai c'était super, et je m'étais pas rendu compte que son truc est très fragile. En fait la voix dans ses disques c'est toujours mis très très fort, en vrai lui il chante pas fort du tout. Et il y a un truc très fragile dans le moment où il le fait, et c'est que après que je me suis rendu compte en fait de ce qu'il avait donné sur place. J'avais pas été témoin du même truc, c'était assez impressionnant. Et est-ce que tu as un objet préféré là autour de toi, Alors, un synthé avec lequel tu aimes jouer? Moi, il y a quand même un truc, c'est donc la bassline, la TB303. Ça, c'est donc un instrument électronique que j'utilise beaucoup depuis le début. C'est un synthé monophonique très très succinct, avec un système de programmation. On ne peut pas le programmer avec autre chose qu'en interne, et c'est un système de programmation assez ancien, vétuste et un peu obscur, mais que je maîtrise. Je peux montrer une démo du coup du son que ça fait. Donc voilà, c'est un synthé, il est assez connu. Les gens connaissent cette sonorité-là, c'est la sonorité acide. Et après, moi je la pimpe avec une machine qui va un peu changer un peu le son. Voilà, ça c'est un instrument que j'utilise très souvent. Ok, très bien, super, merci pour la démo, magnifique. Est-ce que tu te dirais que tu te sens mieux en studio ou sur scène? Non, j'ai besoin des deux. Ok. Non, j'ai besoin des deux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc, comme je disais tout à l'heure, il y a la théorie et la pratique. Être juste DJ, jouer les morceaux des autres, c'est bien aussi, mais c'est vrai que j'aime bien ce moment où je suis en studio et où je fais de la musique. Mais ne faire que ça, c'est pareil, ça me suffirait pas. En fait, j'ai de la chance, c'est que encore maintenant, les gens viennent me voir en fait, quand je fais DJ ou quand je fais des concerts. Je suis content de voir les gens et les gens sont contents de me voir. Donc il y a un truc qui se passe qui est hyper gratifiant et qui est aussi très énergisant en fait. L'échange que j'ai avec les gens tous les week-ends, c'est un truc dont j'aurais du mal à me passer. Si je suis là, je fais de la musique, je suis un énorme fan de musique et je continue à adorer ça et à adorer retrouver des nouveautés, de trouver des nouveaux morceaux inspirants, de trouver des nouvelles idées et des... Non, je suis un gros fan de musique et vraiment quand j'aime bien un album, je le ponce, c'est-à-dire que je suis très album, j'écoute des albums, je suis pas tellement playlist et j'aime pas trop écouter justement les playlists avec des morceaux que j'ai pas choisis. J'aime bien les artistes qui font des albums où tous les morceaux sont bien et quand je tombe sur un bon album, vraiment je le ponce quoi, j'écoute en boucle au moins une fois par jour et ça peut durer 2 mois. Et après je passe à autre chose, mais vraiment j'ai cette pratique de la musique. Et est-ce qu'il y a un de tes morceaux que tu affectionnes particulièrement? Ouais, il y en a beaucoup. Pardon, il y en a beaucoup. Déjà, mon prochain album, dont je suis hyper fier, je suis hyper content. Le fait d'avoir des chanteurs justement sur tous les morceaux, ça fait que ça amène un truc qui vient pas de moi, donc ça me fait encore plus apprécier la musique. Il y a un remix que j'ai fait, dont je suis très fier. C'est un remix que j'ai fait pour un gars qui s'appelle Namito. C'est un DJ, je l'ai fait il y a longtemps, j'ai fait il y a 15 ou 20 ans. Le morceau s'appelle Kuipa et c'est un remix que j'ai fait et qui est assez techno
assez minimal que j'ai fait très rapidement, sans y penser. Et je sais pas, ce morceau a quelque chose que j'aime bien, qui m'a peut-être un peu échappé et que, encore aujourd'hui, que je trouve super. Il y a une espèce de fraîcheur que j'aimerais bien pouvoir retrouver de temps en temps. Est-ce qu'il y a un artiste, une nouveauté, une découverte que tu as fait il n'y a pas longtemps et que tu aimerais faire découvrir à ton tour? Bien sûr, bah justement, il y a des artistes qui ont participé à mon album, comme Sugar Pete par exemple. Il faut aller écouter son album, c'est super. Frank Leon, c'est un gars aussi qui est un jeune artiste américain qui est vraiment super, qui est très impressionnant. Il chante sur 3 morceaux de mon album. Il y a aussi Masterpiece qui a participé à l'album, qui est un chanteur anglais hyper bien aussi. Il faut aller écouter sa musique. Il y a le groupe Sports aussi, qui sont un groupe américain. Enfin voilà, ça c'est un peu les gens que j'ai trouvés qui n'ont pas obligatoirement des gros profils, mais dont j'adore la musique. Après, il y en a d'autres qui ne sont pas sur l'album, qu'il faut aller écouter aussi. Jawny, J-A-W-N-Y. Pareil, il a sorti un album qui est super bien. C'est assez indie rock, hein, tout ce que je dis. C'est peut-être un peu inattendu pour quelqu'un qui fait de la musique électronique. Un anglo-californien aussi qui s'appelle Olivier Malcolm, dont j'adore la musique. Bon, il y en a plein, en vrai. Très bien, on note, ça fera une belle playlist. Tu vois, t'inquiète pas les playlists, après on trouve la playlist voilà. de Crécy. Mais il y a une playlist, alors on peut aller voir sur ma page Spotify, j'ai fait une playlist avec les morceaux de tous les artistes qui ont participé à l'album. Et qui est vachement bien. Ok, très bien. Et est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui veut se lancer dans la musique électronique? Le conseil serait de ne pas écouter les vieux et de faire un truc de sa génération.